Bonjour à tous et bienvenue dans Mariage engagé, le podcast des futurs mariés éco-responsables. Je m'appelle Aude, je suis wedding planner et avec ce podcast, j'ai à cœur de vous partager mes conseils pour vous aider vous aussi à organiser votre mariage éco-responsable. J'ai imaginé ce podcast comme un moment privilégié qui vous est entièrement réservé. Un petit temps que vous prenez pour vous, toutes les 2 semaines, pour vous ressourcer tout en faisant le plein d'astuces et d'énergie pour qu'après chaque épisode, vous puissiez vous rapprocher un peu plus du mariage de vos rêves. Alors, installez-vous confortablement, prenez un thé ou un café, prenez de quoi vous mettre à l'aise et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée et je suis ravie de vous retrouver pour l'épisode numéro 13 du podcast Mariage engagé et je suis très contente de vous proposer cet épisode car comme vous avez pu le constater avec le titre, il s'agit tout simplement d'une nouvelle interview que j'avais très envie de réaliser, qui était dans les cartons depuis un petit moment maintenant et qui s'est enfin concrétisée, donc je suis très contente de pouvoir vous la présenter. Sachant que la première interview que j'avais faite sur le podcast, celle de Marie de Pinkworth Spirit, compte parmi les épisodes les plus écoutés du podcast. Donc, je suppose que c'est aussi c'est un format qui vous plaît beaucoup et que j'ai moi-même pris beaucoup de plaisir à faire. Donc, j'ai évidemment pris beaucoup de plaisir à réaliser cette nouvelle interview et petit spoiler, attendez-vous à en voir beaucoup plus arriver sur le podcast dans les semaines qui viennent. J'ai plein d'idées en tête et j'ai hâte de vous montrer et concrétiser tout ça pour vous dire que l'invité du jour n'est autre que Léa de Mirage of Ink. Donc Léa qui est calligraphe et qui réalise notamment de superbes réalisations. Je vous laisserai voir directement sur son site internet et sur son Instagram. D'ailleurs, c'est elle qui s'est occupée de faire toute la papeterie de mon premier shooting d'inspiration Rouge Bohème, dont je vous mets aussi les photos en description si vous souhaitez aller voir son travail. Donc comme vous avez pu le déduire, elle calligraphie de la papeterie de mariage, mais pas seulement. Elle fait aussi beaucoup d'autres choses, donc ça peut être des simples cartes, des cartes de vœux, des décorations sur mesure personnalisées en fonction. Elle fait vraiment plein de choses. Elle a vraiment un éventail de compétences qui est assez élevé, étant donné que j'admire beaucoup son travail pour être moi-même fan de calligraphie, même si je n'en ai jamais réellement pratiqué, voilà. Autant être honnête, je peux vous le dire. Eh bien, c'était un réel plaisir pour moi de l'accueillir au sein de cet épisode de podcast. Donc, je ne vous laisse pas patienter plus longtemps, je vous laisse avec l'interview de Léa et je vous reprends en fin d'épisode pour la petite conclusion. À tout à l'heure. Hello Léa, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Et toi? Ça va très bien. Bah écoute, je suis très heureuse de t'accueillir au sein de cet épisode de podcast pour cette interview. J'ai super hâte, franchement. Merci beaucoup pour l'invitation. En tout cas, ravie d'échanger avec toi. Avec grand plaisir. Bah écoute, je te propose de commencer tout doucement avec une question toute simple. Est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditrices et auditeurs, voilà, pour qu'ils sachent exactement qui tu es, ce que tu fais. Ok, c'est parti. Je m'appelle Léa. Je suis calligraphe sous le nom de Mirage of Ink. Donc, je suis basée à Toulouse et je propose de la calligraphie de papeterie et de déco poétique pour vraiment apporter une personnalisation et un côté un peu sur mesure aux futurs mariés et de leur permettre de travailler sur un peu tout type de support et les décliner de façon jolie et élégante. Très belle présentation. Ok, du coup, pour continuer, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur toi, ton parcours, la manière dont tu es venue à créer ton entreprise et ce qui fait que tu en es là aujourd'hui, tout simplement? Ouais. Alors, j'ai un parcours qui peut être peut-être un peu atypique. À la base, j'ai fait des études dans l'informatique. Et en fait, à la fin des études, donc j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur et je me retrouvais pas forcément dans le quotidien de se représenter. J'étais plutôt dans le développement web et je me suis dit qu'il fallait peut-être que je bouge quelques petits trucs. Et donc, j'ai fait un service civique dans un mouvement d'entrepreneurs, une asso d'entrepreneurs qui était basée à Toulouse et qui m'a permis de rencontrer des personnes géniales qui portaient des projets portés sur l'environnement, sur le lien social. Et ça m'a vraiment ouvert les yeux un peu sur le monde de l'économie sociale et solidaire. Et suite à ça, comme j'étais plutôt du coup dans de l'animation du réseau, la gestion de la communication, l'événementiel,
j'ai voulu vraiment poursuivre là-dedans parce que ça me parlait, ça m'animait, quoi. Et donc, j'ai fait plusieurs missions dans différentes structures en marketing, en com, et puis voilà, organisation d'événements et animation de communautés. Et en fait, petit à petit, comme je fais de la calligraphie depuis déjà 2017, ouais, 2017. C'était quelque chose que je faisais de façon personnelle et petit à petit, j'ai commencé à faire des cartes pour des amis, faire de la déco pour le mariage de personnes que je connaissais. Et voilà, un peu de fil en aiguille, j'ai commencé à me projeter un peu sur l'idée d'en faire vraiment un métier, d'en faire une activité à part entière. Et Covid étant passé par là, ça a un peu précipité ma décision et ma réflexion. Mais du coup, j'ai décidé de me lancer l'année dernière, milieu de l'année dernière et vraiment de façon très active depuis octobre de l'année dernière. Donc là, ça va faire 1 an. Bon anniversaire. Voilà. Merci. Donc, du coup, tu parlais du fait que tu faisais de la calligraphie depuis 2017. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la façon dont tu as découvert la calligraphie? Ouais, en fait, au début, je regardais surtout sur Instagram, sur Pinterest, de belles choses liées notamment au bullet journal, qui est un peu des cahiers, qui mêlent, agenda, to-do list, et cetera. Et donc c'était pour moi une façon de m'organiser, bah, pendant mes études, et puis après, au quotidien, en fait, dans le monde du travail. Et je voulais toujours un peu décorer ça et à la fois, c'était mes moments de détente. Et donc j'ai commencé à regarder un peu, ces belles écritures, comment on les reproduit et donc à me renseigner avec, des tutos sur internet, j'ai suivi des cours en ligne, enfin voilà. Pas mal de choses en autodidacte, on va dire. Et en fait, petit à petit, bah, je me suis intéressée un peu à tous les types de supports, de comment on peut personnaliser, du bois, comment on peut travailler sur, des vitres, enfin vraiment, essayer d'étendre, la beauté de ces écritures et de les transposer sur, à peu près tout ce qui nous entoure, quoi. Parce que c'est peut-être, je saurais même pas comment le dire, mais en fait, ça vient avec le fait de s'approprier, une technique. On a envie de la décliner partout et de tout ce qu'on voit est un potentiel, outil, nouveau à explorer, quoi. Donc voilà. Déjà, je tiens à te dire que, bon, bah, que je l'ai déjà dit, mais je te le redis, je trouve que c'est très réussi. Franchement, j'aime beaucoup ton travail, Oh! les réalisations que tu as pu faire, bon, les réalisations que tu as pu faire aussi pour moi dans le cadre de mon shooting d'inspiration notamment, ça a vraiment plu à tout le monde. Donc, Merci ouais, beaucoup. j'étais vraiment contente de pouvoir collaborer avec toi sur cette première et très belle expérience. Merci. Enfin, franchement, moi, c'est la confiance aussi que tu m'as accordée, les idées que tu avais, ça m'a beaucoup inspirée et c'était vraiment l'occasion d'unir un peu, les envies des 2 et de collaborer sur un plus gros projet. Exact. Et je te remercie encore. Alors, donc, du coup, je vais un peu rebondir sur tes différentes expériences, notamment en service civique, au sein de tout ce qui est économie sociale et solidaire, puisque, bon, tu le sais, j'ai un engagement éco-responsable et social aussi qui est très prononcé. Donc, est-ce que tu dirais que c'est tout ce qui concerne l'écologie, le développement durable, l'aspect social aussi, parce qu'il n'y a pas que l'écologie pour moi dans tout ce qui est éco-responsabilité, développement durable, il y a aussi un fort côté social et sociétal. Est-ce que tu dirais que c'est un fort engagement chez toi de tout ce qui est côté professionnel ou même personnel? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, s'il te plaît? Ouais, 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 bah, c'est vrai que c'est quelque chose qui, du coup, est très important pour moi au niveau personnel et donc forcément, j'essaye de le décliner comme je peux, à travers mon métier. Donc certes, j'ai un métier qui est créatif et qui est aussi dans la recherche de solutions, pouvoir proposer des nouvelles idées, aux personnes qui me contactent. Mais du coup, j'essaie toujours un peu d'apporter ce regard sur, quel peut être notre impact aussi sur l'environnement, quelle est notre façon aussi de communiquer en bonne entente entre personnes, se faire confiance, même, au niveau des prestataires du coup, que je rencontre en fait, d'être vraiment dans un esprit de communauté plutôt que de concurrence, c'est forcément quelque chose que je retrouve et que j'essaie d'appliquer au quotidien là-dedans et notamment pour tout ce qui est environnemental en fait, forcément comme je fais de la calligraphie, je travaille sur des supports physiques principalement. Même tout ce que je peux réaliser de façon numérique, c'est souvent destiné à impression. Donc tout ça, j'essaie de faire attention aux façons d'imprimer, aux quantités. J'essaie de sensibiliser, au fait que, bah, en fait, le premier gâchis, c'est celui, des surcoûts et des surconsommations, de l'achat de
trop de matières premières, par exemple. Donc, je m'éparpille un petit peu, mais que ce soit de l'impression au choix de support, par exemple, pour la déco du jour J, en fait, on peut faire des choix un peu partout en fonction de nos moyens, en fonction de nos envies. Et c'est ça qui est hyper intéressant aussi avec la calligraphie, c'est que du coup, on peut facilement adapter un peu tous les supports et leur redonner une seconde vie, en fait. Donc, rechercher des supports dans des recycleries, reprendre, enfin, penser déjà des supports pour qu'ils soient réutilisables, comme des ardoises où on va certes écrire dessus, mais on pourra les réutiliser après pour d'autres envies, d'autres décos. Ça fait partie intégrale de ma démarche et de mes réflexions et les questions que je pose du coup aux futurs mariés quand ils me contactent, quoi. Merci beaucoup pour ta réponse. C'est vrai que je reconnais énormément de choses avec lesquelles je sensibilise, notamment tout cet aspect surconsommation par rapport aux impressions papier, etc. Parce que c'est vrai qu'on a un peu souvent l'impression que quand on part d'un principe zéro déchet, écologie, on a un peu l'impression qu'on nous dit de plus consommer du tout. Alors que pour moi, et je pense que c'est aussi une notion que tu partages, la question, ce n'est pas uniquement de trop consommer ou de ne pas consommer, c'est apprendre à mieux consommer pour que voilà, justement tout le monde puisse s'y retrouver et sans que cela... Ah, j'ai perdu le mot, mais je sais plus comment dire ça. Bon, bref. Consommer mieux, ce n'est pas une question de consommer plus ou moins, mais il faut juste apprendre à mieux le faire. Oui, et d'autant plus, en fait, c'est des petits efforts qu'on fait individuellement, mais c'est le fait de le faire à grande échelle qui aura réellement un impact. Donc, si déjà chacun s'investit et fait attention à ses gestes, à ses choix, bah, ça pourra que aller mieux, on va dire. Je suis tout à fait d'accord avec toi et ça tombe bien parce que ça me donne une excellente transition pour la prochaine question. Alors là, on a fini un peu tout le volet présentation, ton activité, etc. On va plus passer sur des questions conseils. Quels sont les conseils que tu peux donner aux futurs mariés pour leur papeterie et leur décoration de mariage, puis c'est aussi quelque chose sur lequel tu te positionnes. Et notamment, la première question, pour tout ce qui est les faire-part, la papeterie, etc., est-ce que tu conseillerais plus du numérique ou alors sur format physique comme tu peux le faire déjà actuellement? Alors, c'est vrai que c'est une très, très bonne question et qui est vraiment dans l'air du temps. On se pose vraiment la question et parfois je suis contactée et on me demande déjà est-ce qu'il vaut mieux prévoir des impressions ou pas. Euh, En fait, je pense que tout dépend. On a tendance maintenant à partir plus sur du numérique parce qu'on est très sensibilisé à la quantité de papier imprimé, à la déforestation, etc. Mais du coup, il faut toujours garder en tête aussi que le numérique a aussi une empreinte. Euh, donc parfois, si on décide d'envoyer un faire-part numérique, c'est quelque chose, c'est une image qu'on va envoyer dans un mail, par exemple, ou même une vidéo. Ça se fait maintenant et c'est quelque chose qui du coup va arriver sur une boîte mail. Et est-ce que ça va être stocké? Combien de temps? Et c'est des sortes d'impacts qu'on ne voit pas et qui sont un peu cachés et donc on oublie facilement. Donc je pense pas qu'il y ait vraiment une option qui soit meilleure que l'autre. Après, du coup, je peux parler davantage de ce que je connais bien, qui est plutôt le papier de par mon travail, mais au niveau des impressions, en fait, on peut faire attention dans le choix de l'imprimeur. Moi, je m'entoure aussi de partenaires et de fournisseurs qui font attention à l'origine du papier, à la qualité du papier et puis même aux méthodes d'impression et les encres qui sont choisies. En fait, c'est tout un tas de variables sur lesquelles on peut venir jouer et il y a rien de mieux que de demander conseil à quelqu'un qui s'y connaît parce que c'est vraiment des domaines qui peuvent être tellement pointus que même moi, en fait, j'apprends toujours des choses et c'est à force de poser des questions, soit à un imprimeur avec qui je travaille, soit justement en tant que futur marié, demander conseil à la personne qui réalise nos faire-part, par exemple, ou notre papeterie. C'est des personnes qui ont des infos, qui ont des ressources et qui peuvent apporter des réponses. Donc, ne pas hésiter à poser des questions. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Encore une fois, voilà, je sens que je vais beaucoup redire ça. Mais voilà, bon, ça rejoint aussi rapidement pour dire, ça rejoint un peu le fait que tu dises qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises options dans le choix du numérique ou du papier. Enfin, pour moi, ça rejoint quelque chose que je dis souvent, c'est qu'il n'y a pas une seule façon, en fait, d'avoir un mariage éco-responsable parce qu'il y a des dizaines et des dizaines de façons de faire. Il n'y en a pas Ouais. il y en a pas qu'une seule qui existe, qui fait que chacun peut trouver son bonheur
et que ce soit un peu ou énormément. Voilà, c'est en fonction aussi des possibilités de chacun. Donc Mm. voilà, franchement, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Faites comme vous voulez. Et puis comme Léa a dit, franchement, demandez conseil à des experts. Eux aussi, ils sont là pour vous aider et ils sont aussi là pour apprendre s'ils ne savent pas. Donc, n'hésitez pas. Et puis, il faut toujours aussi se pencher sur son propre cas et envisager, OK, certes, un faire-part numérique, ça peut être intéressant si on invite pas mal de jeunes, mais il y a aussi le gap générationnel qui fait que les personnes plus âgées ou même juste dans notre famille, nos parents, etc., c'est des personnes qui sont attachées au papier et ne serait-ce que pour... Alors là, je parle peut-être de façon très personnelle, mais moi, je suis quelqu'un qui adore garder les choses. Et ce genre de souvenirs, en fait, c'est ce que moi, je vais un peu garder dans des albums photos ou dans des caisses un peu à souvenirs. Et donc, cet aspect papier, parfois, peut être intéressant à garder en tête pour l'effet mémoire, quoi. Exactement, je n'aurais pas mieux dit. On va pas rester pour la prochaine question sur tout ce qui est les faire-part, la papeterie en général. Bon, tu as déjà un peu abordé ce sujet lorsque tu parlais de bien choisir le papier, l'imprimeur, etc. pour contribuer justement à réduire au maximum son impact, en tout cas à mieux l'utiliser. Est-ce que tu aurais plus de conseils à donner aux futurs mariés concernant leur papeterie, concernant le choix du papier, le choix des encres, les différents formats, dispositions, etc. Ce genre de Euh, détails. ouais, mais je pense que on peut se fier notamment à des labels quand on se renseigne sur les façons d'imprimer nos faire-part, par exemple. On peut faire attention à l'origine du papier, demander, se renseigner sur l'origine du papier. Il y a notamment un label qui est le label FSC, il me semble, qui garantit que le papier provient de forêts qui sont gérées de façon respectueuse et durable et que déforeste pas juste l'ensemble de la forêt. Donc ce genre de label est intéressant. Regardez aussi les labels type Imprime Vert qui garantissent du coup des procédés d'impression qui sont plus respectueux et se renseigner aussi sur OK, qu'est-ce qui arrive en fait aux chutes de papier, au reste du papier. Euh, et après, le papier, en fait, souvent, on part très facilement sur du papier recyclé. C'est vrai que c'est un bon choix, mais il faut aussi se rendre compte, et ça, c'est une discussion que j'avais eue il y a pas longtemps avec un imprimeur, qui me disait qu'en fait, du papier recyclé devient de plus en plus rare aussi. Et donc, c'est pas forcément un très bon choix que de partir sur du papier recyclé juste par principe parce que bah, c'est recyclé, donc c'est bon. Et que notamment avec le Covid qui a arrêté pas mal d'usines, en fait, le papier recyclé est devenu aussi une denrée rare. Donc, ne pas forcément s'arrêter juste sur des appellations et vraiment bah, poser des questions et demander voilà, qu'est-ce qui peut être mieux et se rendre compte que de toute façon, il n'y a pas de choix parfait. Comme il n'y a pas de choix imparfait non plus. Voilà, on va dire. Et après, sinon, en termes de papier, ce que je conseille toujours pour tout ce qui est faire-part et papeterie un peu d'exception, c'est de choisir des papiers qui peuvent être un peu texturés, qui ont un peu de gras, en fait, dans le papier. On a un chiffre généralement qui est attribué au papier, qui est le grammage. Et en fait, plus le chiffre monte, plus ça veut dire que c'est un papier qui est épais. C'est par exemple, les feuilles d'imprimante, on va être sur du 80 ou du 90 grammes. Mais du coup, de partir sur des papiers un peu plus grammés comme du 250, même du 300 grammes, ça donne déjà une autre impression au toucher et on a l'impression que c'est déjà quelque chose un peu plus génial, quoi. Et concernant tout ce qui va être le choix des encres, est-ce que tu as déjà eu des expériences particulières par rapport à ce sujet-là, des choses que tu aimerais partager? Alors, non, pas forcément, parce que c'est encore un sujet sur lequel je suis en train de me renseigner. J'estime que j'en sais pas encore assez. Mais en fait, ça, les encres, c'est quelque chose sur laquelle on peut jouer notamment dès la composition en fait du faire-part. Le fait de ne pas faire forcément de gros aplats de couleurs sur des feuilles, mais plutôt d'avoir plutôt la couleur de la feuille qui reste originale et venir apposer du coup les écritures ou des petites illustrations, etc. C'est déjà consommer moins d'encre
que si on fait un gros aplat de couleurs et qu'on va juste jouer sur des vides pour apporter l'information. Et après, sinon, justement, je suis en train de me renseigner un peu sur tout ce qui est encre végétale et autres procédés d'impression qui peuvent permettre d'avoir des encres qui sont moins dangereuses pour l'environnement et qui permettent aussi la recyclabilité du papier de façon plus systématique, quoi. Est-ce que tu pourrais juste nous dire ce qu'est un aplat de couleurs? Je crois que c'est le terme que tu as employé. Un aplat de couleurs, alors pour essayer de simplifier, c'est juste le fait d'imprimer une grande quantité de couleurs, comme si c'était une image par exemple, on va dire peut-être monochrome, une seule couleur, de façon unique, on va venir imprimer sur l'ensemble de la feuille par exemple. D'accord, d'accord, pas de souci là-dessus. Du coup, je trouve que c'est intéressant le point de vue que tu avais notamment sur le fait d'utiliser du papier recyclé parce que c'est vrai que quand on regarde sur Internet comment avoir une papeterie éco-responsable, on trouve souvent comme conseil d'avoir du papier recyclé et enfin c'est la première fois que j'entends le point de vue inverse qui est aussi un point de vue très intéressant et qui se tient notamment comme tu l'as dit par rapport au contexte. Donc je trouve que c'est bien aussi d'avoir d'avoir les avis opposés. Ouais. Mais c'est en fait dans tout ce qui est imprimerie et puis en fait dans tout ce qui est achat de support ou de matériel ou de fourniture en général, c'est toujours important de se demander d'où viennent les choses. Et je pense que c'est la question qui pourra aiguiller le plus de décisions. Et c'est pour ça que c'est important aussi de privilégier en tout cas, de travailler avec des personnes qui sont proches au niveau localisation, parce que on diminue énormément l'impact des transports, du matériel, de nous, les fournitures finales qu'on reçoit, etc. Et puis, c'est les personnes qui, du coup, sont plus à même de répondre à des questions comme celle-ci. D'accord, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce point de vue. Alors maintenant, je vais rebondir un peu sur ce que tu disais un petit peu plus tôt, encore une fois, quand tu parlais du choix, de tout ce qui est les supports pour la décoration, le fait que tu aimais tester, découvrir de nouvelles matières, de nouveaux supports pour créer tout ce qui est de la papeterie et la décoration. Justement, on va un peu plus s'axer sur la partie décoration. Même principe que la question par rapport à la papeterie. Est-ce que tu aurais des conseils donc pour les mariés qui peut-être vont se faire aider ou alors pour la plupart, j'imagine, qui vont vouloir faire une grande partie de la décoration eux-mêmes? Est-ce que tu aurais des conseils pratiques à leur donner concernant les supports, les techniques qu'ils peuvent utiliser, la façon dont ils peuvent se simplifier la vie? Parce que c'est vrai que l'une des questions qui entre en jeu, si je puis dire, c'est que beaucoup aimeraient faire leur décoration, mais sont vite découragés par le fait que beaucoup de choses qu'ils souhaitent faire ne sont pas forcément de leur portée, ils n'ont pas forcément l'expérience requise. Alors, est-ce que tu aurais des conseils, des techniques, des astuces à leur donner dans ces cas-là? Ouais, bien sûr. Alors, le premier conseil que je pourrais donner, c'est de penser seconde main, seconde vie. En fait, souvent, on se marie une seule fois. D'ailleurs, on se le souhaite. Et du coup, ça fait que souvent, on va faire de gros investissements au niveau déco et en fait, pas forcément s'en servir après. Donc, soit choisir déjà des choses dont on sait qu'on va leur redonner vie parce que, je sais pas moi, des vases qu'on va réutiliser dans la déco de la maison ou des choses comme ça. Ou bien directement partir à la recherche de matériel qui est revendu par d'autres mariés. On en parlait, je crois, il y a pas longtemps sur un de tes posts, justement. Il y a des applications maintenant qui se mettent en place, des réseaux qui se mettent en place. Je pense notamment à Mariez-vous, qui est une application de mise en relation entre mariés. Bon, au-delà, il y a aussi un annuaire de prestataires, etc. Mais leur positionnement, c'est vraiment d'avoir des futurs mariés qui cherchent de la déco qui est vendue par des anciens mariés. Et donc, ça permet déjà d'avoir un achat local parce que du coup, le réseau est en France et d'être déjà en train de racheter quelque chose qui du coup ne finira pas juste à la poubelle. Et que nous-mêmes, on pourra revendre après si on le souhaite. Donc, j'aurais dit ça en premier conseil. Et puis après, de pas hésiter à aller faire un tour dans des brocantes, dans des vides-greniers. On trouve parfois des petites merveilles et puis même des recycleries ou des locaux comme ou des boutiques comme un peu comme Emmaüs par exemple,
Il y en a plein au niveau local à Toulouse, je pense notamment à Mosaïque. Et en fait, c'est des lieux qui revendent du coup des surfaces, des meubles, des choses comme ça, et qui peuvent être avec un coup de peinture, avec un petit peu d'imagination, qui peuvent être totalement retransformés et adaptés à une nouvelle vie et à de nouvelles idées, quoi. Exact, c'est vrai que c'est un réflexe aussi que je conseille, que je conseille beaucoup d'avoir puisqu'on peut trouver, comme tu l'as dit, des petites merveilles. Et puis si je pouvais rajouter rapidement, avant de passer aux prochaines questions, voilà, vraiment, faites au plus simple parce que ce n'est pas parce que vous allez sur Pinterest et que vous voyez forcément des images de choses extravagantes qui sont super jolies que vous souhaitez avoir pareil, que le fait d'avoir quelque chose de peut-être plus simple ce ne sera pas forcément tout aussi éblouissant et spectaculaire, non seulement pour vous, mais aussi pour vos invités. Oui, clairement. Et puis, même si je peux me permettre, en fait, il faut pas oublier que les images qu'on voit sont souvent des images qui sont travaillées. C'est-à-dire que sur Pinterest et même sur Instagram, et nous les premières, en fait, il y a beaucoup de photos qui sont issues de shooting. Donc, qui sont faits pour éblouir, qui sont faits aussi pour montrer toutes les possibilités et donner envie d'imaginer des nouvelles choses, mais qui ne sont pas forcément réaliste, on va dire, et que du coup, le meilleur des mariages, c'est aussi le mariage qui vous correspond et qui vous ressemble en fait et qui vous permet de vous réunir avec votre entourage, quoi. Exactement. Et ben justement, ça nous refait encore une fois une transition pour la prochaine question. Ah, je suis trop adaptée. Puisqu'on va parler maintenant de tout ce qui est inspiration. Donc, on vient de parler de tout ce qui était Pinterest, Instagram, des shootings d'inspiration. Et c'est justement pour ça aussi que j'avais envie de te demander, puisque tu es quelqu'un de très créative, comme voilà, comme j'ai pu le voir donc déjà sur les différents projets sur lesquels tu as participé, le mien, mais aussi d'autres, les publications que tu fais sur Instagram, les différents supports que tu as sur ton site internet, les ateliers aussi calligraphie. Et comment est-ce que tu fais pour trouver l'inspiration et qu'est-ce que tu conseillerais aux futurs mariés pour les aider à s'inspirer le mieux possible? Alors, c'est une vaste question parce que ça dépend vraiment de chacun. Mais forcément, mes sources premières d'inspiration, notamment au niveau visuel, je vais m'amuser à chercher et à jongler entre des termes différents pour chercher sur Pinterest, chercher sur Instagram. Et je dirais que c'est un peu la première source d'inspiration visuelle. Après, j'essaye aussi de m'inspirer un peu du quotidien. Et moi, je me nourris beaucoup des échanges que je peux avoir avec des futurs mariés, mais avec d'autres prestataires, ou même dans ma vie au quotidien, avec des clients qui n'ont rien à voir avec le milieu des mariages. Et de vraiment se concentrer sur l'essentiel, se rappeler et identifier qu'est-ce qui est essentiel pour nous, pour après venir l'embellir et le faire ressortir d'autant plus. Mais du coup, il faut que tout puisse être accordé avec ce qui nous paraît important. Soit c'est une certaine esthétique, mais que du coup, on va forcément même retrouver chez nous, en fait. Si on a un petit peu le goût de la déco, des choses comme ça, en fait, c'est déjà quelque chose que l'on retransmet chez nous. Donc, regarder autour de soi et voir, OK, qu'est-ce qui nous plaît, pourquoi ça nous plaît. Et puis, ne pas hésiter à en parler, à discuter, à échanger des idées. Et moi, pour moi, je dirais que c'est la première source d'inspiration, c'est échanger avec d'autres, tout en gardant le recul nécessaire pour se dire, OK, est-ce que j'aime ou j'aime pas l'idée qu'on est en train de me proposer ou l'idée qu'on partage, et j'ai le droit de pas aimer, et j'ai le droit d'aimer, et j'ai le droit de faire ce que je veux, en fait. Excellente conclusion. Et bon, du coup, on va peut-être passer sur une dernière petite question. Alors, on va un peu quitter tout ce qui est inspiration, créativité. On va un peu plus parler d'un aspect plus timing, gestion du temps. Ouais. Est-ce que pour terminer, tu aurais des conseils à donner aux futurs mariés qui font une partie ou tout leur mariage eux-mêmes? Donc, comment bien s'organiser, comment bien anticiper, comment être sûr de trouver le temps nécessaire, comment faire en cas de pépin. Bon, encore une question qui peut paraître vaste, mais surtout n'hésite pas à nous partager tes ressentis, ton expérience, tes conseils, tes astuces, tout ce que tu Ouais. veux. Alors, le premier conseil que je pourrais donner, c'est de ne pas tout laisser pour la dernière minute. On a toujours tendance à repousser à
un petit peu plus tard, ne serait-ce que demain. En vrai, il y a des tonnes et des tonnes de choses à faire, notamment sur des mariages et notamment parce qu'on est bombardé d'infos, d'inspiration, d'idées, d'images, etc. Donc, ne pas hésiter à vraiment se poser et lister ce qui nous paraît important, ce qu'il faut faire et le décliner en petites étapes, toutes les moindres petites étapes. Moi, je suis beaucoup du genre à aimer cocher ou rayer, c'est bon, je l'ai fait. Donc, ne pas hésiter à se le faire puisqu'on voit l'avancement, on voit les choses qui avancent. Et puis ne pas hésiter à demander de l'aide. En fait, c'est pour ça notamment que sur des mariages, on fait appel à des prestataires. C'est que même si on a envie de tout faire, il vaut mieux se concentrer sur OK, qu'est-ce qui est le plus important pour moi et qu'est-ce que j'ai vraiment, vraiment envie de faire moi-même, et sur quoi est-ce que je vais avoir peut-être une courbe d'apprentissage qui va me prendre trop de temps, et que du coup, je préfère ne pas prioriser et déléguer à quelqu'un. Que ce soit quelqu'un de l'entourage ou un prestataire qui, lui, sera compétent sur le sujet et pourra apporter des conseils. C'est un peu les conseils principaux que je donnerais. Mmh. Bah, merci beaucoup pour ces conseils qui sont c'est déjà une bonne base. C'est sûr que c'est déjà le plus important. Déjà, quand on sait déjà ce qu'on souhaite, ce qu'on ne souhaite pas aussi, parce que c'est aussi important de le savoir. Ça permet déjà de bien se focaliser, surtout que si je peux rajouter, si tu me permets, on n'a que 24 heures dans une journée. On n'a Oui. que 24 heures d'une journée, même si on aimerait bien avoir des journées de 30 ou 35 heures pour certaines personnes. Sachant que voilà, et puis on n'a pas que notre mariage dans notre vie à organiser, donc c'est dur, c'est compliqué, mais à un moment donné, il faut savoir faire des choix. Sinon, on a littéralement la tête qui explose et on est un peu en mode pas burn-out professionnel, mais un peu plus burn-out personnel. Et je ne pense pas que vous ayez envie de craquer à 2 semaines de votre mariage parce que vous vous rendez compte que tout ce que vous souhaitez ne sera pas faisable dans les temps. Donc voilà, faites-le le plus tôt possible. Faites vraiment ce point que vous conseille Léa. Voilà, qu'est-ce que vous souhaitez faire vous-même, qu'est-ce que vous pouvez déléguer, et surtout n'hésitez pas à vous entourer, que ce soit de proches ou de prestataires, pour vous aider à mener vos envies à bien. Tu as tout dit, voilà. Et donc du coup, pour terminer cet épisode, parce qu'on se rapproche tout doucement de la fin, est-ce que tu aurais un dernier mot, quelque chose que tu voudrais partager, donc soit ton activité ou toute autre chose d'ailleurs? Je te laisse le micro. Ah là là, je sais pas du tout. Non, mais je dirais que le plus important, c'est de se faire envie, de s'écouter soi et les prestataires sont là pour ça aussi en général. C'est, pour, nous écouter, nous aiguiller, nous apporter leur expertise. Donc le plus important, c'est de bien s'entourer, que ce soit son propre entourage qui va filer le coup de main le jour J, qui va nous accompagner, qui va parler mariage avec nous tout le temps. Ou des prestataires, voilà, qui peuvent apporter, leur regard, leur expérience, et qui est non négligeable, vraiment. Et après, sinon, par rapport à la calligraphie, faites faites-vous rêver. Moi, c'est pour ça que je fais de la calligraphie à la base, c'est parce que je trouve que les mots ont un sens et d'autant plus dans un mariage, en fait, où, en fait, on prend le temps de reformuler des vœux, on prend le temps d'échanger avec notre entourage, de partager ce moment hyper, intime, hyper précieux dans sa vie avec son entourage et du coup, je dirais, faites accorder l'importance nécessaire aux mots et c'est pour ça que la calligraphie est un bel outil. Voilà. Excellente conclusion, encore une fois, Léa. Bon, écoute, cet épisode touche à sa fin. Alors, je tenais vraiment à te remercier encore une fois d'avoir accepté cette invitation, d'être venue Avec grand plaisir. témoigner sur mon podcast. Et puis, de toute façon, je sais très bien qu'on va se revoir, qu'on va encore échanger, collaborer ensemble. Donc, ce n'est que le début, si j'ai envie de dire. Alors, avant de se quitter, donc, je tenais juste à dire à nos chers auditeurs et auditrices que je vous mets tous les liens si vous souhaitez retrouver Léa, que ce soit sur Instagram, son site internet, je vous mets tous les liens pour que vous puissiez la retrouver en description. Si jamais vous avez des questions concernant son activité, n'hésitez pas à la contacter, à lui poser des questions. Elle se fera un grand plaisir de vous répondre. En plus, elle est hyper sympa. Merci, c'est gentil. Et oui, absolument. Je réponds un peu à toutes les questions et je reste hyper disponible. Et donc, merci beaucoup. Et puis, je te souhaite de passer une excellente fin de journée, une excellente semaine. Et puis, je te dis à très vite.
Merci à toi aussi. À bientôt. Ciao, ciao. Et merci encore à toi Léa pour avoir accepté cette invitation. J'étais vraiment ravie de te recevoir sur mon podcast et réaliser cette interview avec toi. D'ailleurs, j'espère que cette interview vous aura plu aussi, qu'elle vous aura permis d'en apprendre plus sur la calligraphie. Et si vous êtes en plein doute, en plein questionnement concernant votre papeterie de mariage et votre décoration, que cet épisode vous aura aidé à y voir plus clair. Comme je vous l'avais dit en début d'épisode, vous pouvez retrouver Léa sur son site Mirage of Ink et sur son Instagram que je vous mets dans la description. Je vous mets également le lien vers le shooting d'inspiration auquel elle a participé pour tout l'aspect papeterie notamment. Je l'aurais dit encore une fois, elle a fait un super boulot, donc je me permets de le repréciser. Et quant à moi, avant de clôturer cet épisode, j'avais une petite annonce à vous faire. Comme vous avez pu le constater si vous me suivez sur les réseaux sociaux depuis quelques jours notamment, lundi, le 25, j'ai lancé un tout nouveau format qui n'est d'autre que la version 2.0 de mon e-book Mariage engagé. Choisissez des prestataires éco-responsables qui partagent vos valeurs, qui va devenir une formation. Et donc pour cette refonte, j'ai eu l'idée d'un format un peu spécial, c'est-à-dire que ce sera un format d'abord entre le bêta et le coaching de groupe. Je vous explique rapidement ce que c'est. Donc la bêta, c'est tout simplement un format que beaucoup d'entrepreneurs en ligne proposent lorsqu'ils souhaitent tester une idée de formation, voir si ça pourrait plaire. C'est-à-dire qu'ils vont proposer à un petit groupe de s'inscrire à la formation. Et je le vois comme étant un échange qui se fait, c'est-à-dire que l'entrepreneur va venir apporter du contenu, il va aider la personne à résoudre son problème, il va lui venir en aide et en retour, la personne l'aide en retour, les coachés aident l'entrepreneur en lui disant ce qui ne va pas, dans l'histoire de mieux comprendre leurs besoins, le format qui peut mieux fonctionner pour comprendre, pour résoudre ce problème et l'aider à créer un contenu toujours plus qualitatif afin d'aider le plus de personnes possible. Donc j'ai vu que c'est un format qui marchait super bien, donc j'ai eu envie de le tester aussi. Donc si jamais c'est un programme qui vous intéresse, ce qui va se passer, c'est que pendant un mois et demi, du 8 novembre au 27 décembre, je vous coacherai en live pour vous aider à trouver vos prestataires de mariage. Si jamais vous avez des difficultés, si vous trouvez que c'est difficile, si vous bloquez sur un prestataire en particulier, que vous avez besoin d'aide et que vous avez besoin de soutien, comme je sais que c'est un peu une partie des préparatifs qui peut être compliquée pour beaucoup de futurs mariés, j'ai eu l'idée de faire un peu ce coaching live, c'est-à-dire que vous recevrez des vidéos par semaine qui seront spécifiques à certains sujets pour vraiment mieux vous aider à trouver vos prestataires, à faire le point sur vos envies, ce que vous souhaitez, pour vous faciliter la vie, vous faire gagner du temps. Et chaque semaine, il y aura un live sur un groupe Facebook ou sur Zoom. Ça va dépendre des possibilités de chacune, où vraiment vous pourrez me poser toutes vos questions. On retravaillera sur les vidéos de la semaine. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez et nous pourrons un peu plus approfondir vos questions, ce qui n'était peut-être pas dans les vidéos, pour que vous puissiez avoir des conseils plus personnalisés concernant votre situation et que je puisse vous aider au mieux pour proposer au grand public une formation qui sera la plus qualitative possible, sachant que ce format est ouvert à seulement 15 personnes et que ces 15 personnes pourront bénéficier d'une heure de coaching gratuite avec moi pour que je puisse les aider sur un sujet autre que les prestataires ou alors pour vraiment prolonger le travail qui a déjà été effectué à ce sujet. Donc si c'est un format qui vous intéresse, je vous laisse en description tous les détails pour que vous puissiez nous rejoindre si jamais. Vous pouvez également me contacter par Instagram ou par mail si vous avez des questions. Je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Et donc sur ce, je ne vais pas vous garder plus longtemps. Je vous libère en attendant le prochain épisode de podcast. Donc, encore une fois, je remercie Léa pour sa participation et pour ses excellents conseils et pour cet échange qui a été très instructif pour moi. Donc j'espère vraiment que ça a été le cas pour vous. N'hésitez pas d'ailleurs à me faire des suggestions d'invités dans le domaine du mariage, des prestataires, des choses que vous voulez savoir, des personnes que vous souhaitez entendre sur ce podcast. Je serai ravie d'avoir vos suggestions et de pouvoir organiser ces interviews en fonction de ce que vous souhaitez aussi, puisque ce podcast je le fais aussi pour vous, c'est pour répondre à vos questions, vos problématiques, et donc c'est pour ça que je souhaite aussi vous laisser la parole. Donc je vous laisse sur ces quelques mots, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente fin de journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao! Cet épisode est désormais terminé. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il va vous aider pour l'organisation de votre mariage. Vous retrouverez toutes les notes sur mon site audegrosbois.com/podcast si vous souhaitez revoir les grandes lignes de cet épisode. Et si vous souhaitez me soutenir et soutenir le podcast, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et à me laisser un petit commentaire si votre plateforme le permet.
Je serai ravie d'avoir vos retours et cela m'aidera grandement à m'améliorer et à vous fournir des astuces toujours plus concrètes pour vous aider à organiser votre mariage éco-responsable. Je vous souhaite très fort de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Mariage engagé, le podcast des futurs mariés éco-responsables. À très vite!